Alors, moi, je te laisse la parole, Marc-André, et je prends mon petit stylet et je me mets à dessiner, je t'écoute et j'essaie de te suivre en dessin. Allons-y. Alors, l'histoire commence mal, hein, puisqu'un cutéreux, c'est pas terrible. Aller s'enterrer dans un trou paumé, c'est pas terrible. Notre vision des sols est pas... elle n'est pas très joyeuse, et pour le coup, c'est noirâtre, c'est réputé sale, culturellement c'est quand même un endroit où on met les déchets, et puis c'est pas transparent. En fait, il faut arriver à la fois à rendre le sol transparent, à la fois à le voir à d'autres échelles, pour se rendre compte de ce que c'est. Alors déjà, ce que c'est un devenir perpétuel. Essayons de voir ce qu'il y a dans un sol. Ce qui est d'abord noir et qui fait la couleur plus ou moins foncée des sols, c'est la matière organique. C'est des restes de morceaux de feuilles, des restes d'animaux, des restes de bois, toute une matière qui est venue en fait des déchets qui tombent au sol et qui commence à évoluer et à se décomposer. Et vous savez que dans les sols, la matière organique, elle disparaît parce que autant en ville et sur les allées gravillonnées du jardin des plantes, on est obligé de nettoyer parce qu'il n'y a pas de sol. Autant dans les champs ou en forêt, on n'est pas obligé de balayer, on n'est pas obligé de nettoyer les feuilles mortes, d'accord? Elles disparaissent toutes seules parce qu'elles sont petit à petit décomposées. Donc le sol, c'est d'abord de la matière organique qui est en devenir. Et non seulement c'est de la matière organique qui est en devenir, mais c'est également de la matière minérale qui est en devenir. Effectivement, il y a des bouts de cailloux dans le sol. Il y a des bouts de cailloux, il y a tout un tas de particules, notamment, même quand le sol ne contient pas de morceaux, quand vous le mettez dans la bouche et que vous mâchouillez, on sent des petites particules qui font un petit peu comme le dentifrice qui crisse sous la dent le soir. Hein. Il y a des particules de toutes les tailles et parfois des petites particules qui crissent sous la dent, c'est des limons. Parfois des particules plus gluantes et qui retiennent bien l'eau, les argiles. Enfin, il y a tout un tas de matières minérales qui viennent en fait de la roche qui est en dessous, parce que le sol, il est sous l'air et au-dessus de la roche. Donc c'est des restes de cette roche, des restes modifiés, des restes qui sont en train de se fragmenter en morceaux parce qu'il y a des racines qui poussent dedans qui les font éclater. Tout un tas de matières minérales, donc, qui sont petit à petit, comme on dit, en train de s'altérer et de se dissoudre dans l'eau du sol et de libérer d'ailleurs tout un tas de choses qui vont, vous allez voir, permettre de nourrir les plantes. Mais voilà, c'est aussi une matière minérale qui est en devenir, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, et tout comme la matière organique, petit à petit, en train de disparaître. Et puis, il y a tous les gaz venus de l'atmosphère qui rentrent dans ce sol, donc il y a de la matière organique, de la matière minérale, mais aussi des gaz qui sont petit à petit en train de se transformer. Ils sont par exemple en train de se transformer, l'oxygène est consommé par la respiration des organismes du sol. Il y en a un gaz qui est vraiment important. Regardez, c'est l'azote atmosphérique. Cet azote atmosphérique, il pénètre dans le sol et là, il y a des bactéries qui sont capables de l'utiliser. Alors, ça paraît un tour de force, mais vous savez, des tours de force dans le sol, il s'en produit des tas. Elles sont capables de transformer cet azote en protéines. En fait, elles le mangent comme source d'azote. Alors, vous aimeriez faire ça, mais vous et moi, on est obligé d'aller acheter des lentilles ou de la viande ou du poisson pour avoir des protéines. Hein. Eh oui. Eh bien, on a des bactéries qui sont capables de fabriquer de l'azote organique, l'azote de leurs cellules, à partir de l'azote atmosphérique. Et ça, c'est énorme parce que quand elles meurent, cet azote est libéré et va servir aux autres organismes du sol. C'est la voie d'entrée de cet élément si important dans le sol qu'est l'azote. Alors, ce devenir, ce devenir, ces matières organiques en devenir, ces matières minérales en devenir et ces gaz en devenir, ils le sont à cause de la vie des sols. Ce n'est pas simplement, vous l'avez deviné, une espèce de fatalité physico-chimique. Bien sûr, les lois de la chimie s'appliquent, mais elles sont triturées, rebâties, orchestrées par le vivant. Le vivant, c'est quoi? C'est d'abord des choses qu'on ne voit pas, comme des champignons. Alors là, on les voit parce que Mathieu les dessine, mais les champignons, c'est fait de filaments microscopiques qui font en gros 1/100 de millimètre de diamètre. Des champignons qui se ramifient. D'ailleurs, les ramifications, des fois, se recollent les unes aux autres pour faire un réseau où vous avez des continuités qui s'établissent. Et cette partie microscopique du champignon, de temps à autre, elle vous fait signe en surface en produisant, mais très vite, parce qu'en fait, c'est appuyé sur un grand réseau microscopique souterrain, une partie charnue que vous pouvez boulotter, par exemple. Hein, c'est comme ça que tu as commencé, toi, à t'intéresser au sol.
qui est en fait juste l'appareil qui produit les spores, les petites cellules qui seront dispersées et qui regermeront en redonnant d'autres filaments, comme ça. Et en fait, le champignon, à la base, c'est un microbe parce qu'il est fait de filaments microscopiques, même si des fois, au moment où il se reproduit, il vous fait signe dans le visible avec une structure visible à l'œil nu. Alors les champignons, parmi tous les microbes du sol, ils sont assez gros. Je vois que Mathieu là nous fait des bactéries, mais elles sont un peu grosses ces bactéries, dis donc. Les bactéries sont en fait plus petites que les champignons souvent. Hein. Alors il y a toutes les tailles de champignons, toutes les tailles de bactéries, mais les champignons sont souvent 10 fois plus grosses que les bactéries. Alors on est obligé de les grossir là, parce qu'en fait, à cette échelle-là, en fait, on ne les verrait pas. Et ça, c'est un des tours de force de la BD, c'est d'arriver justement à changer d'échelle, parce qu'en fait, tous les éléments du sol ne se représentent pas à la même échelle. Les bactéries sont beaucoup plus petites que les champignons. Elles sont unicellulaires, parfois ça fait des petites chaînettes. Et ces bactéries-là, elles sont capables de faire des tas de choses. C'est elles, par exemple, qui transforment l'azote de l'atmosphère en protéines. Il y en a d'autres qui sont capables, en allant se coller sur la roche, d'aider à la dissolution des roches. J'en connais même qui sont capables de respirer au fer. Oui, elles respirent avec du fer. Et ce que faisant, elles permettent de libérer le fer des roches. Non, il y a des choses absolument incroyables qui se passent avec ces bactéries. Et puis, il n'y a pas que des bactéries. Hein. Alors, un peu plus gros, et là, vraiment fortement grossi pour... j'avais jamais vu d'aussi belle amibes, voilà. Les amibes, ça fait un... Alors, il y a toutes les tailles. Hein. Il y a des amibes qui font de l'ordre de la taille d'un filament de champignon, 1/100 de millimètre. Il y en a des plus grosses. Hein. Il y a des amibes géantes. Et les amibes géantes, c'est notamment ce qu'on appelle les blobs, dans leur nom vulgaire. Je sais pas, il y avait un E égale M6 sur les blobs dimanche soir. Hein. Les blobs, c'est assez fréquent dans les sols, mais simplement, c'est comme les amibes, c'est difficile à voir parce que c'est très fragile. C'est des espèces de gel, c'est des cellules plus ou moins grosses, gélatineuses, qui font des expansions, qui se ramifient, qui leur permettent de se déplacer en propulsant leur contenu vers l'avant et en rapatriant de l'arrière, vous voyez, tous les restes de l'endroit où elles étaient avant. Et ce que faisant, elles peuvent aussi emballer des bactéries ou des petits composants du sol dont elles vont se nourrir. C'est des grands régulateurs des populations de bactéries. Voilà. Et puis, il y a des animaux. Alors, les animaux, on y pense tout de suite, hein, mais eux, en fait, c'est pas les plus abondants dans les sols. Dans 1 hectare de sol de chez nous, vous avez 5 tonnes de bactéries et de champignons, 5 tonnes de racines. Ah bah oui, tiens, on avait oublié de parler de ça, tiens. On n'a pas prévu, on va en parler après, mais il y a aussi des racines, 5 tonnes de racines, hein, et puis 1,5 tonne d'animaux. Mais on y pense tout de suite parce qu'on les voit. Et puis ils bougent, alors ça nous attire plus l'œil. Alors, il y a des colamboles qui mangent... alors qu'est-ce qu'ils mangent d'ailleurs, les colamboles? En fait, ils mangent les microbes du sol. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'animaux en quantité dans le sol que de microbes. C'est parce qu'en fait, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des microbes. Eh oui. Donc il ne peut pas y avoir plus d'animaux que de microbes, parce que sinon il n'y aurait pas assez à manger pour eux. Alors cela dit, il y a des animaux qui mangent des microbes, mais c'est le cas notamment de ces tout petits vers là qui sont des nématodes. C'est bien des nématodes que tu as dessiné? C'est bien ça. Alors les nématodes, bon, il y en a aussi qui vont manger les racines, hein, mais c'est plutôt des déviants dans le groupe, on va dire. Ils ont appris ça secondairement dans l'évolution. Le nématode de base, c'est un brouteur de bactéries. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques prédateurs. Par exemple, la taupe est un prédateur de vers. Donc, il y a des animaux qui mangent des animaux. Mais essentiellement, il y a des animaux qui mangent des microbes. Alors, souvent, on se trompe sur leur nature. Par exemple, quand on voit des vers, on se dit que les vers, ils mangent la matière organique du sol. Et c'est vrai que vous les voyez ingérer des morceaux de feuilles ou des morceaux des petits restes. Mais ne vous leurrez pas, ils ne les digèrent pas. Ce qu'ils digèrent, c'est les microbes qu'il y a dessus. Et c'est pour ça que dans les crottes de verre, regardez, tous ces grumeaux là, c'est les crottes de verre, eh bien vous avez encore de la matière organique. C'est tous les restes végétaux et autres qu'ils n'arrivent pas à digérer. Ils ont juste digéré les microbes qui se développaient dessus. Et alors comme en plus, dans ces déchets végétaux, il y a des restes de tanins, de terpènes, de molécules, qui sont les molécules avec lesquelles les végétaux se défendent des herbivores, des molécules toxiques. Qu'est-ce qu'ils font pour détoxifier ces molécules? Eh bien ils font comme vous quand vous êtes malade de votre tube digestif et que vous absorbez du smecta, qui est une argile, ils absorbent de l'argile, qui leur permet d'absorber sur les particules d'argile les toxines comme les tanins ou les terpènes, ce qui fait que ça les évite d'être intoxiqués par ça. Et à la sortie du tube digestif, vous avez un beau mélange d'argile qui a fixé certaines molécules, de restes de parties de la matière organique pas digérée, puisque les microbes ne digèrent pas ça, qui fait
qui fait la belle structure grumeleuse du sol avec des grumeaux qui incorporent de la matière organique pas digérée et de l'argile. Alors les vers de terre, ils sont vraiment impressionnants parce que là où ils sont, eh bien, ils sont capables de structurer le sol. C'est eux qui fabriquent le sol. Un sol de pelouse, eh ben, c'est un tas de crottes de vers de terre, en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très fertile. Ah ben voilà les racines. Alors justement, les vers de terre, ils vont bien mélanger le sol, non seulement en circulant, en faisant des crottes partout, mais en plus en mélangeant la matière organique et la matière minérale. Mais ce n'est pas les sols, il y a des sols, c'est pas les sols, il y a des sols dans lesquels il n'y a pas de vers de terre. Des sols chez nous, dans certaines forêts, ou dans les landes bretonnes, il n'y a pas de vers de terre. En Amérique du Nord, il n'y a pas de vers de terre. D'ailleurs, il y en a qui sont introduits d'Asie et d'Europe, et c'est un peu le bordel, là où ils sont introduits, ça déstabilise les sols. Alors, qui mélange les sols? Qui est capable de faire le mélange entre la matière organique et la matière minérale quand il n'y a pas de vers de terre? Alors, vous allez me dire d'autres animaux. Bon, j'entends l'eau, mais l'eau, elle entraîne tout vers le bas. Moi, ce que je veux, c'est un bon mélange. Eh bien, c'est les racines. Les plantes ont des racines qui poussent par le bout, par l'extrémité, qui introduisent de la matière organique dans le sol. Pourquoi? D'abord parce qu'elles sécrètent des choses, notamment pour se défendre. Deuxièmement, parce qu'en plus, ces racines, elles finissent par mourir la plupart d'entre elles, et elles vont être de la matière organique déposée là. Et vous savez que près de 20% de la photosynthèse finit excrétée par la racine, qu'un tiers de la photosynthèse finit sous forme de racine, puisque un tiers de la plante est dessous. Donc ça introduit de la matière organique en profondeur, cependant que ces racines extraient des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, mais aussi de la silice, du fer, du potassium, tout ce qu'il faut pour faire la plante, qui meurt en redéposant les parties mortes en surface. Prélevez de la matière minérale que vous rejetez en surface, mélangez à de la matière organique, vous injectez en profondeur la matière organique, et bien voilà, les plantes font du labour. Voilà, c'est l'autre chose, c'est que ces sols, ils sont vivants, parce qu'il y a des organismes vivants, mais ces organismes vivants, non seulement ils décomposent la matière organique, ils altèrent la roche, et puis ils transforment les gaz, mais en plus, ils touillent l'ensemble. Voilà, le sol, c'est un devenir, mais c'est un devenir vivant et mobile. Alors, ce n'est pas les sols. À leur échelle, les plantes et les vers de terre et les animaux ne sont pas les seuls à brasser. À leur échelle, une amibe qui se déplace, un champignon qui grandit en ramenant de la nourriture qu'il a puisée à un endroit là où il grandit, il déplace aussi, il brasse aussi le contenu des sols. Et les plantes ne s'y sont pas trompées. La plupart des plantes ne sont pas capables d'exploiter le sol, regardez, sans des champignons qui, venus du sol, s'associent à leurs racines. Ça, c'est sur quoi travaille d'ailleurs mon équipe de recherche au muséum, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Ces associations qu'on est en train de voir apparaître là, où vous avez des organes qui ne sont ni du champignon ni de la racine, mais un étroit mariage des deux. À ce niveau, la plante donne un peu de sucre au champignon, que le champignon va se charger d'utiliser pour pousser plus abondamment encore dans le sol, tandis que dans le sol, où il pousse par ailleurs, et où il introduit la matière organique, eh bien, le champignon va chercher, contre ce sucre que lui donne la plante, il va chercher de l'azote, du phosphate, du potassium, de l'eau, du fer, dont il utilise une partie, mais dont il donne une partie à la plante. En fait, la plante utilise les champignons pour aller faire les courses, et quelque part, cette association vous montre bien la capacité du vivant à mélanger, incorporer les parties du sol. Et voilà comment les plantes sont nourries, pour 9/10 d'entre elles, par des champignons du sol. Un devenir, des composés en devenir, un devenir guidé par le vivant et mobilisé par le vivant, mais un devenir en péril. Parce qu'en surface, ça ne se passe pas toujours comme ça. Là, c'est paisible. Mais souvent, c'est moins paisible. Eh oui. Et nos activités agricoles ont inventé des moyens de faire pousser les plantes plus vite qui marchent à court terme et qui d'ailleurs ont sauvé l'Occident des famines. Vous et moi, nous n'avons connu aucune famine. Nous n'avons jamais eu faim. Et quelque part, il faut reconnaître à l'agriculture conventionnelle d'avoir sauvé la partie de l'humanité qui y a accès des famines. Mais elle pratique des choses un peu discutables. Le labour, par exemple. Avez-vous réalisé à quel point le labour
n'est pas compatible avec la vie du sol. Il déchire les racines. Bon, ça c'est plutôt bien, ça désherbe. Mais il déchire aussi les filaments des champignons, notamment ces champignons qui aident les plantes à se nourrir. Le labour, bon, ben, bien sûr, il aère le sol, et il laisse l'eau et l'air rentrer, mais quand l'eau et l'air rentrent, les bactéries font la fête et détruisent très vite toute la matière organique, qui est pourtant nécessaire à la structure du sol. L'augmentation de la respiration qui s'ensuit est extrêmement destructrice. Donc, vous avez ici une pratique, le labour, qui est problématique et qui, en plus, en laissant les sols nus, on est habitués tous à ces paysages bruns qu'on a en ce moment autour de nous et qu'on va avoir autour de nous pour tout l'hiver. Mais dites-vous bien que dans l'histoire de la vie, ça n'est jamais arrivé qu'un sol soit nu. Et qu'est-ce qui se passe quand un sol est nu? Eh bien, il subit une érosion terrible. Les sols agricoles labourés s'érodent, c'est-à-dire perdent leur matière par entraînement dans l'eau 10 à 100 fois plus vite que des sols couverts. Ça veut dire qu'ils sont en train de disparaître sous vos yeux. Alors bien sûr, il s'agit de quelques millimètres par an, et il faudra plusieurs siècles pour ne plus voir ces sols. Et à court terme, on ne s'en aperçoit pas. Mais ce qui est certain, c'est que nos sols labourés sont en train de disparaître, et l'eau souillée, boueuse, crème ou chocolat de nos rivières, c'est pas un truc normal. Nous, on est habitués à ce que les rivières soient de cette couleur-là. Mais regardez les rivières en forêt. L'onde est claire, ainsi qu'au plus beau jour. Simplement parce que, dans ces cas-là, il n'y a pas de labour, il n'y a pas d'érosion. Alors, attendez, il y a un peu d'érosion. Mais le sol disparaît à la vitesse où il se forme en profondeur par l'attaque de la roche. Alors, de la même façon, nous utilisons des pesticides, comme le glyphosate, par exemple, qui ont des effets délétères sur la vie du sol. Par exemple, le glyphosate détruit les champignons qui forment des mycorhizes avec les plantes. Il est aussi très toxique pour les vers de terre et pour leurs œufs. Donc on a aussi des pratiques qui, bien sûr, sont efficaces pour produire des végétaux et pour faire pousser des plantes, mais qui sont à court terme utiles, à long terme toxiques pour les écosystèmes, voire pour nous. Et puis on utilise aussi des engrais. Et le drame des engrais, eh ben, c'est que les plantes congédient les champignons qui les nourrissent, puisqu'elles peuvent se nourrir elles-mêmes dans un sol rendu très riche. Mais le sol est tellement riche que les engrais s'écoulent dans les eaux continentales et sur les littoraux et provoquent par exemple des proliférations d'algues indésirables. Et puis les plantes qui n'ont plus leur interaction avec les champignons ont leurs racines toutes nues. Et croyez-moi, leurs pathogènes savent faire la différence. C'est beaucoup plus facile d'attaquer une racine nue qu'une racine protégée par un champignon. Et du coup, on rentre dans une dépendance aux pesticides, car on est obligé d'amener des produits pour tuer les parasites des plantes qui s'installent plus facilement sur les plantes non mycorhizées parce qu'elles croient pouvoir se nourrir toutes seules que sur les plantes mycorhizées. Bref, on a souvent en tout cas, perdu la logique des sols en l'ignorant. Mais aujourd'hui, on ne l'ignore plus. Et le fonctionnement du sol, il est un peu en péril à cause des pratiques de l'agriculture conventionnelle, il est en péril à long terme. On ne s'arrête pas ici, cet exposé ne se termine pas sur l'énoncé des problèmes, il se termine, comme la BD, sur une lueur d'espoir très claire, sur des perspectives positives. Rien n'est perdu. J'entends parfois dire qu'il y a des sols morts, rien n'est plus faux. Je ne connais aucun sol dans notre pays qui ne respire pas, il y a donc du monde dessous. Et en fait, quand on regarde la diversité des espèces qui sont présentes, même dans un sol agricole qui a reçu énormément de pesticides et d'engrais, ou qui a été souvent labouré, il y a encore une diversité d'espèces qui est la même que dans un sol qui n'a pas été touché. Alors, il y a moins de microbes. Ça, c'est sûr. Et ça veut dire qu'il y a une extinction en cours. Le nombre de microbes est en train de s'effondrer. Mais ils sont encore là. En quelque sorte, c'est un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. Ils attendent juste un baiser. Alors c'est quoi un baiser pour le sol? Eh bien c'est par exemple remettre de la matière organique dedans. Vous savez qu'à force de récolter et puis d'aérer le sol par le labour et d'aider les bactéries et les champignons, surtout les bactéries qui survivent au labour, à respirer, on a de moins en moins de matière organique dans les sols. Et ça c'est dramatique. Pourquoi? Parce que la matière organique, c'est ce qui aide à structurer le sol, à le retenir contre l'érosion. C'est ce qui nourrit les microbes. Et puis, c'est aussi quelque chose qui retient l'eau et qui permet, quand il y a beaucoup de matière organique, d'avoir quelques jours de réserve en eau de plus pour supporter une sécheresse estivale. Et Dieu sait ce qu'aujourd'hui, l'évolution du climat nous promet de sécheresse estivale. Donc, remettre de la matière organique, c'est une première chose que l'on peut vouloir faire. Et ça tombe bien parce qu'on a du fumier. Et vous, dans vos poubelles, tous les jours, même si on ne l'utilise pas comme tel, vous jetez des épluchures de carottes ou des épluchures de salades qu'on pourrait très bien restituer au sol. Vos poubelles contiennent la moitié de l'azote dont a besoin l'agriculture de France.
Donc il faut remettre de la matière organique dans les sols, il ne faut absolument pas supprimer l'élevage, même si on ne veut pas d'élevage intensif, il y a un élevage extensif qui fait du fumier, et c'est pour ça qu'on disait d'ailleurs autrefois que labourage et pâturage, c'est Sully qui disait ça, sont les mamelles de la France qui valent mieux que les mines du Pérou. Labour, bon, là non. Mais le pâturage, l'idée c'était de faire du fumier. Parce qu'on ne fait pas d'agriculture, on ne faisait pas d'agriculture à l'époque sans fumier. D'ailleurs, le fumier, la matière organique que l'on peut amener dans les sols, c'est non seulement de la matière organique qui va être présente dans les sols, mais quand elle est en devenir, quand elle est attaquée par des microbes, elle libère petit à petit l'azote, le phosphate et tous les éléments dont a besoin la racine de la plante. Ce qui fait qu'amener de la matière organique au sol, c'est lui amener quelque chose qui a une fonction de matière organique, mais qui, attaqué lentement par les microbes, décomposé, comme je vous le disais au départ, va libérer de la fertilité. C'est aussi une forme d'engrais. On peut utiliser des plantes comme les légumineuses, qui sont des plantes qui, en fait, nourrissent des bactéries capables de fixer l'azote atmosphérique. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on sait, juste en plantant des plantes, on sait encourager les bactéries qui transforment l'azote atmosphérique en azote du sol. On peut laisser un sol couvert en permanence et semer après la récolte de nouvelles plantes qui non seulement vont protéger le sol de l'érosion, c'est ce qu'on appelle la permaculture ou l'agriculture sous couvert. On sème après la récolte des plantes qui vont couvrir le sol en hiver, l'empêcher de s'éroder, et puis quand on va les couper ou quand elles vont prendre le gel en hiver, elles vont faire un apport complémentaire de matière organique au sol. On sait complexifier les écosystèmes, on sait aujourd'hui planter des arbres dans les champs, ce qui protège des aléas climatiques d'ailleurs, de forts échauffements par exemple en été, et qui permet, là encore, d'avoir des organismes qui vont être présents après la récolte et continuer à nourrir les champignons du sol. Aujourd'hui, on sait faire une agriculture sans labour. D'ailleurs, par parenthèse, les Amérindiens ne labouraient pas. Ils ont construit une grande civilisation sans labour. Alors d'accord, ils avaient plus de manœuvres pour désherber, ok, mais on peut très bien faire des grandes civilisations sans labour. Il y a une mythologie du labour qui... Donc on sait faire. Vous voyez, aujourd'hui, on sait dans certains contextes, et la question c'est d'élargir ça techniquement, on sait travailler en ramenant plus de matière organique dans le sol, travailler en ne labourant plus, travailler en plantant des plantes comme les légumineuses qui enrichissent le sol en azote. On sait en fait complexifier nos gestes sur les plantes avec, dans l'esprit, et en cohérence avec la logique microbienne des sols. Tout est fait. En fait, connaître les sols, c'est savoir mieux les gérer demain. Connaître les sols, c'est pas qu'une histoire d'agriculteur. Parce que je vais terminer en vous montrant l'outil avec lequel on gère les sols. Vous le connaissez ? L'outil qui est le plus utilisé dans la gestion des sols. C'est la carte bleue. Quand on achète un produit, on cautionne ce qui a été fait au sol qui l'a produit. Donc, en fait, vous avez besoin de connaître le sol et d'entendre cette bonne nouvelle, à savoir que rien n'est perdu. Il est juste temps d'encourager des pratiques alternatives. Bon. Merci Marc. Oui, c'est bon pour moi. S'il y a des questions dans le public. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant et très bien illustré. Vous nous avez dit que vous n'aimiez pas qu'on dise qu'il y avait des sols morts. En parlant du coup d'agriculture, est-ce que vous pourriez nous dire la même chose pour les sols urbains peut-être ? Oui, alors c'est une bonne remarque. En fait, le problème c'est que c'est plus des sols souvent. Mais c'est vrai que là, effectivement, c'est une disparition complète. Et d'ailleurs, on dit que c'est l'équivalent d'un département français de taille moyenne qui disparaît tous les 7 à 10 ans sous l'extension de nos villes. Aujourd'hui, on construit un coûteux campus à Saclay, sur l'un des plateaux les plus fertiles de l'Île-de-France. On est vraiment en train de bétonner, là. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces sols ? Soit ils sont recouverts de béton, et à ce moment-là, ils sont un peu en attente dessous.
Et si jamais on débétonne, ils pourront repartir plus vite, en espérant qu'il n'y aura pas eu trop de pollution par des hydrocarbures ou des métaux lourds, ce qui arrive souvent en ville. Parfois, et c'est l'idéal, ils auront été décapés et remis ailleurs. Et donc ils sont en quelque sorte déménagés. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits par contre où il y a mort de sol, ce n'est pas les endroits où les sols ont été traités par l'agriculture, c'est les endroits où ils ont été maltraités par la ville. Et on retombe là-dessus. Finalement, les tueurs de sol les plus efficaces, ce n'est pas les agriculteurs, c'est les citadins. Les citadins, c'est l'extension des villes. C'est les gens qui ont envie d'avoir un TGV qui va plus vite et qui ouvrent une nouvelle ligne de TGV. Et là, il y a du sol qui meurt vraiment, il disparaît. Nous, dans ma pratique horticole de ma jeunesse, on a constaté la dégradation des sols due aux engrais. Et au cours des années, on est revenu en arrière et on s'est aperçu que les engrais, ce n'était pas la réussite. On avait des blocages, des plantes qui ne produisaient plus de tubercules, par exemple les dahlias. Et dès qu'on a remonté en matière organique, on est arrivé à reconstruire le sol qui nous a reproduit des tubercules sur les dahlias. Donc on s'est aperçu que tout avec l'engrais, et je pense que l'agriculture à l'heure actuelle est en train de revenir en arrière, parce que les champs de blé, ils ne produisent plus comme avant, parce qu'ils n'ont plus de matière organique. Et je pense qu'il y a un léger retour en arrière. Alors, il y a des preuves d'une perte de productivité dans les écosystèmes agricoles liées justement au fait qu'il n'y a plus trop de matière organique et que les engrais sont des engrais minéraux. Alors, expliquons-nous. Il y a deux façons de nourrir le sol en azote, en phosphate. Il faut en amener de toute façon. Parce que chaque fois que vous récoltez, ça fait autant de matière organique qui ne va pas tomber par terre. Donc, il y a de l'azote, il y a du phosphate, il y a du potassium, il y a du fer qui partent. La façon des engrais minéraux actuels, c'est de ramener du phosphate et du potassium qui viennent de mines, des mines de potasse, des mines de phosphate, et de l'azote qui vient de l'atmosphère et qui a été chimiquement, alors à grand coût d'énergie, donc avec un coût en effet de serre très fort, transformé en azote minéral, nitrate, ammonium. Comment faisait-on avant? Il fallait aussi rapporter avant parce qu'il y avait des récoltes. On mettait de l'engrais, du fumier, qui non seulement amène de la matière organique, qui a tout un tas de rôles qui vont manquer si on amène un engrais minéral, mais qui ensuite, en se décomposant, vont libérer, mais lentement, l'équivalent des engrais minéraux, mais comme produit secondaire de l'attaque par les microbes. Mais simplement, quand on amène un engrais organique, un fumier, un reste de poubelle bien trié, on amène non seulement de la fertilité qui va être libérée, mais tant qu'elle n'est pas libérée, elle est sous forme de matière organique, et on a tous les rôles de la matière organique que j'évoquais. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire un sol sans matière organique. Même si et donc la matière organique, c'est à la fois quelque chose qui structure les sols, et qui, en se décomposant, aura le rôle d'engrais. Or, un engrais minéral, il n'a qu'un rôle d'engrais, il n'a pas le rôle structurant. Et du coup, tu as tout à fait raison, il y a des choses qui ne poussent plus sur un sol sans matière organique. Une question ici, madame. C'est moi. Oui, bonsoir. Vous m'avez beaucoup interpellé tout à l'heure en disant que les vers de terre ne mangeaient pas les matières organiques mais les microbes qui sont dessus. Et récemment, j'ai lu une étude qui nous déconseillait fortement de jeter nos épluchures dans les forêts, etc. Et ma peau de banane en plein milieu des Alpes parce qu'il n'y aurait pas de décomposeur pour ma peau de banane et qu'elle mettrait un temps fou à se décomposer. Du coup, je comprends plus pas grand-chose. Ma question étant, si le ver de terre mange que le microbe qui est sur ma peau de banane, donc ça veut dire que ma peau de banane mettra donc 200 ans à se décomposer s'il n'est pas habitué à la manger. J'ai bien compris? Alors, c'est compliqué parce que, d'une part, la peau de banane, c'est pas un truc qui existe beaucoup en Europe. Ok, et donc les microbes européens, ils ont du mal à gérer les composés toxiques dans la peau de banane. Je vous rappelle que la peau de banane, c'est la protection, et on l'enlève pas pour rien, c'est qu'elle est bourrée de choses qui font écran à toutes les attaques qui pourraient arriver sur la banane, microbes, petits herbivores. Les gros herbivores comme nous, à l'occasion, ils pèlent la banane et c'est foutu, mais il y a donc plein de protections dans la peau. Et les microbes de chez nous ne sont pas forcément adaptés à ça.
Ça, c'est un premier problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est de ne pas jeter ces ordures en forêt, parce que la forêt, c'est des milieux où les sols sont pauvres. Et oui, ils sont beaucoup... sinon, on aurait mis nos champs à cet endroit-là. On a défriché, en fait, les forêts qui étaient riches. Et on a laissé de la forêt là où les sols ne sont pas très riches. Alors, ils sont assez riches pour que les arbres poussent. Les plantes qui sont là sont très contentes. Mais si vous remettez des déchets, vous allez enrichir en azote et en phosphate, et à ce moment-là, vous allez... les plantes, elles ne vont plus être très adaptées à ce milieu-là, elles vont être remplacées par d'autres plantes qui ne sont pas les plantes forestières. Donc il faut laisser à la forêt sa faible richesse, voilà, à moins que vous vouliez absolument, en amenant plein de matières organiques riches en azote et en phosphate, transformer certaines parcelles de forêt en parcelles d'agriculture. Donc vos ordures, si vous en avez, mettez-les dans les champs plutôt. Alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est pas facile, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit il ne faut pas trop jeter des pollutions en forêt, c'est pas la peine d'enrichir la forêt, elle fonctionne sur un mode pauvre et économe. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de vos champs qui, au contraire, abritent des plantes gourmandes. C'est pour ça qu'elles poussent très vite, d'ailleurs. Et là, il y a intérêt à mettre tout un tas de choses qui vont donner de l'azote, du phosphate aux plantes. Ce n'est pas la même dynamique. Donc ne jetez pas, d'une façon générale, vos ordures en forêt. Et bon, j'espère avoir répondu à votre question. Et après, de toute façon, voilà, les vers de terre, c'est vrai que c'est déstabilisant d'imaginer qu'ils ne mangent pas des débris de plantes, mais... Mais qui mange, du coup, le débris? Mais il y a des microbes qui se développent dessus, qui sont en train de le boulotter. Ah oui. Et eux, ils vont digérer les microbes. C'est ça le truc. Ils cachent. D'ailleurs, le fait qu'ils avalent des morceaux de matière morte, ils cachent le fait que ce qu'ils vont digérer, c'est que les microbes qu'il y a dessus. Et comme je disais, ça explique que dans les crottes, il y a un mélange de cette argile qu'ils ont pris pour se prémunir des toxines et de matière organique, puisqu'ils n'ont pas tout digéré. La vraie vie du ver de terre. Oui, alors moi, je voulais rebondir sur la forêt. Parce que je pensais que justement la forêt avait un sol extrêmement riche de par le fait qu'il y avait des arbres magnifiques qui poussaient. Et je me disais, mais pourquoi n'allons pas chercher la terre de la forêt, qui est hyper riche, et l'amener justement là où la terre est moins riche pour l'enrichir? Et vous êtes en train de nous dire que la forêt qui a une vie naturelle, qui a l'air de se faire toute seule, etc., est finalement pauvre. Donc comment autant d'arbres si beaux, si grands poussent dans si peu de dans cette terre pauvre? Alors, une partie de la réponse, c'est que la taille des arbres, ça vient surtout du temps de vie. Vous y êtes? Une salade, ça vit 1 an et... D'ailleurs, c'est bouffé souvent avant l'année révolue. Mais c'est annuel ou bisannuel, d'accord? Alors que les arbres, ils grandissent en continu. Donc ce que vous voyez, la taille, ça dépend du temps de vie des organismes. Bon. Maintenant, si vous regardez leur taux de croissance, combien de kilos par hectare s'ajoutent chaque année, vous verrez que pour la forêt, c'est pas grand-chose. Alors que vous avez des rendements de plusieurs quintaux à l'hectare, par exemple, dans la production de blé. On a mis notre agriculture là où il y a le plus de masse qui est produite. Et ailleurs, on a laissé la forêt. Alors, pour être très exact, là, on a mis notre agriculture. Avant, il y avait des forêts. Mais ces forêts, on les a sacrifiées parce qu'on a mis de l'agriculture à la place. Ces forêts, c'était des forêts d'érable. Alors, forêt d'érable, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé dans une forêt d'érable, c'est rare. Il y a des fois des érables dans la forêt. Bon. Peut-être qu'une forêt qui peut vous inspirer le plus la composition d'une forêt riche, c'est le bois de Vincennes. C'est riche parce que jour et nuit, il y a de l'activité. Le jour, c'est les restes de pique-nique, et la nuit... Donc il y a des apports continus de tas de choses, d'ailleurs pas forcément que organiques. Et là, c'est une forêt riche. Et vous dites, alors bon, il y a beaucoup de marronniers qui sont introduits, mais il y a beaucoup d'érables. Ces forêts-là, sur des sols très riches, en fait, elles ont été coupées la plupart du temps. On en connaît encore quelques-unes, mais elles ont été coupées pour faire l'agriculture, parce que là, ça pousse très vite. Donc oui, il y a des forêts qui peuvent pousser vite, mais elles ont souvent été remplacées par l'agriculture. Et si la forêt vous paraît avoir plus de masse en place, c'est que la matière organique vivante reste plus longtemps. Mais si vous regardez maintenant le sol sous vos pieds, vous verrez que c'est plein de feuilles. Pourquoi? Parce que dans les feuilles, il y a des toxines comme des tanins, des choses comme ça, qui font que les microbes ont du mal à attaquer ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de feuilles en forêt, alors que quand vous vous baladez dans une pelouse ou dans un champ de blé, il n'y a pas beaucoup de feuilles mortes par terre. C'est que quand une feuille tombe par terre dans un champ de blé ou dans une pelouse, c'est très vite attaqué par des microbes. C'est bon à manger. En forêt, la matière organique se décompose lentement et du coup l'azote, le phosphate, toutes les ressources qu'elle contient et qui pourraient être libérées par sa décomposition sont retenues dans toutes ces feuilles mortes et relâchées au compte-gouttes.
C'est pour ça que ça pousse lentement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aiment bien transporter de la litière de la forêt vers les champs, mais moi, j'aime pas ça, parce que d'une part, c'est interdit par le code forestier, c'est illégal. Deuxièmement, vous êtes en train de déshabiller de son pauvre espoir de fertilité la forêt. On l'a beaucoup fait au Moyen-Âge, et d'ailleurs, on a beaucoup appauvri nos forêts en France. On emmenait les litières, on abattait des branches pour que le bétail pâture, et ça a sans doute beaucoup appauvri nos forêts. Et la dernière chose, c'est qu'en plus, vous allez injecter dans vos champs des tanins et des molécules qui sont pas très bonnes pour un fonctionnement rapide de ces champs. Désolé pour les amateurs de l'IFOFER, c'est une erreur. C'est une grossière erreur. Il y a besoin d'inventaire sur toutes les pratiques, et d'inventaire à date des connaissances, parce que sans doute dans 10 ans, certaines choses dont je conclus allègrement, tu peux parler des 2 pages finales, mais nos pages finales, c'est plein de perspectives. Peut-être que dans 10 ans, les gens ils s'ouvriront. Tu peux parler de l'idée de fin du bouquin? T'en parlerais mieux que moi, parce que c'est toi qui les as suggérés, mais... Ah non, ça c'est pas sûr. Alors, oui, tu en parlais de l'apport de matière organique, j'ai l'impression que c'est vraiment le maître mot. Tu parlais d'inviter les agriculteurs à arrêter le labour, pour plein de raisons, parce que ça fait respirer certains mauvais micro-organismes, et ça peut en essouffler d'autres. Ça écrase le sol en profondeur, donc tu m'arrêtes quand je me trompe. Non, mais c'est ça, oui. Donc les êtres vivants du fond n'y survivent pas trop, parce qu'il faut savoir que le sol est composé, comme tu le disais, de gaz. Ça assèche les sols aussi. Bon, alors, le labour, ça fait plein d'autres choses, mais aussi le problème de salinisation des sols. Ah oui, on va parler. Mais vas-y, prends le relais, parce que tu le fais mieux que moi. Oui, quand on irrigue, effectivement, ça pousse mieux, mais si on irrigue mal, l'eau qui arrive, elle a circulé ailleurs avant, elle arrive avec des sels minéraux. C'est la croûte blanchâtre qui est à la surface de vos pots de fleurs. C'est des sels minéraux qui s'accumulent, et ça fait que vous êtes obligé de rempoter. Parce que vous allez avoir de plus en plus de sel dans votre sol. C'est ça qui fait des croûtes blanchâtres, là. Et oui, c'est pas l'eau de pluie, c'est de l'eau pure. L'eau d'arrosage, c'est de l'eau qui contient déjà des choses qui vont, la plupart du temps, finir par s'accumuler. Ouais, et donc vraiment, on essayait vers la fin de déboucher dans cette BD sur quelque chose de positif. Et alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui soulevait une question de l'extension des zones urbaines. Il y a beaucoup d'écologistes qui prônent, je ne sais pas si ça a raison, mais par exemple le retour des habitats légers, comme les caravanes, etc. Parce que bien sûr, elles prennent pied sur un sol qui peut continuer à vivre. Ce n'est pas des espaces, des maisons lourdes. Et en plus, c'est généralement fait, si c'est bien fait, avec des matériaux recyclables, empreints de la nature. Et on peut aussi facilement les démonter, c'est déplaçable. Et donc, la nature peut vite reprendre ses droits dans les habitats légers. Et puis même, on a quand même des tas de trottoirs qui sont plus grands que les zones de circulation requises, et on pourrait ouvrir. La mairie de Paris fait des efforts dans ce sens. On pourrait rouvrir des sols et mettre de la verdure. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes qui encouragent les gens à entretenir ça devant chez eux. Mais c'est vrai qu'on a besoin de désimperméabiliser les zones urbaines. C'est d'autant plus nécessaire dans le sud, parce qu'un des autres rôles, entre autres du sol, c'est d'absorber les pluies et de limiter les inondations. Et dans le sud de la France, quand on voit que des villes se sont entièrement bétonnées, enfin regardez l'extension de Montpellier par exemple, c'est des zones complètement bétonnées, ça c'est pas très bon pour boire les fortes précipitations automnales. Un instant pour le micro passe, vous levez la main et puis on vous passe le micro. Merci. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question pour revenir un petit peu sur le carbone, et je vous avais déjà entendu parler, Monsieur Sellos, notamment de l'hypothèse un petit peu 4 sur 1000 qui visait à réintroduire suffisamment de carbone pour finalement couvrir un petit peu les productions de l'humanité. Et donc là, vous avez un petit peu dit qu'on ne pouvait pas non plus prendre la litière forestière, donc ce serait potentiellement que amené par les déchets. Et avez-vous une idée d'un ordre de grandeur à l'échelle d'une parcelle qui permettrait d'arriver à ce rapport, cette augmentation de 4 pour 1000? Alors, en fait, des déchets, il y en a dans l'élevage. Le problème, c'est qu'on a dissocié les zones d'élevage et les zones d'agriculture. Du coup, on se retrouve avec trop de merde de cochons, par exemple, dans certaines régions. On en met beaucoup sur le sol et le sol finit par fuir de partout.
parce que même si c'est du fumier, ça finit par partir dans les eaux et ça fait les marées vertes des côtes bretonnes. Alors qu'ailleurs, on n'a pas accès au fumier animal parce qu'on est au milieu de la Beauce et qu'il n'y a plus d'élevage. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une espèce de découplage là, qui fait qu'on a du mal à et puis il y a le découplage ville-campagne. La ville produit des déchets organiques potentiellement, mais le découplage entre la ville et la campagne fait qu'on a du mal à réacheminer les déchets. Bon, on pourrait le faire, hein, les taxes d'ordures ménagères pourraient très bien servir à ça. Ça peut se repenser. Mais surtout, le 4 pour 1000, c'est autre chose. C'est l'idée que quand vous avez de la matière organique dans le sol, tant qu'elle est sous forme de matière organique, le carbone qu'elle contient n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et le 4 pour 1000, c'est une initiative qui avait été lancée par Stéphane Le Foll qui consiste à dire, voilà, si chaque année on augmente de 0,4%, 4 pour 1000, c'est pareil, hein, la quantité de matière organique dans tous les sols du globe, eh ben, on a absorbé tout le CO2 produit par l'humanité cette année-là. C'est vrai ça? On dirait à la chose. Non mais non seulement c'est vrai, mais il y a eu un programme qui a été monté par le gouvernement précédent pour aller dans cette direction. Bon, après, c'était pas l'heure politique que s'était trouvé le ministre de l'Agriculture suivant, donc ça vivote. Et c'est pas immobiliser du CO2, c'est pas planter des forêts. Hein. Planter des forêts, c'est en gros faire des montagnes de déchets dans le paysage. Nos enfants, ils n'auront pas forcément envie de forêt à un endroit donné. Mais non, on leur aura imposé d'avoir une forêt parce qu'on aura stocké notre carbone. Si jamais on prend nos ordures et les ordures de l'élevage et qu'on est capable de les remettre dans les sols, on peut remettre cette matière organique qui, vous vous rappelez, fait la structure, empêche l'érosion, nourrit les microbes, retient l'eau. C'est super. Et en plus, cette matière organique, le temps qu'elle soit décomposée, elle stocke du carbone. C'est du carbone immobilisé, c'est autant de carbone qui est pas sous forme de CO2. Donc aujourd'hui, remettre de la matière organique dans les sols, en plus, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et là, vous réalisez une chose qui fait qu'on a besoin de faire des BD comme ça, qu'on a besoin de parler des sols. C'est que si on comprend comment ça marche avant, on a des outils qu'on ne devine même pas. Aujourd'hui, lutter contre l'effet de serre, c'est juste remettre cette foutue matière organique qui manque dans les sols à cause du labour et du fait qu'on a amené des engrais, non pas sous forme de matière organique, mais sous forme d'engrais minéraux. On peut simplement lutter contre l'effet de serre en faisant ça. Ça veut dire que la solution est dans les poubelles. Franchement, c'est royal cette histoire. Eh bien, en fait, trop ignorants d'écologie, nos décideurs ne voient pas ça. Nos disciplines sont réduites à des cassandres. On explique pourquoi ça va mal à la radio. Alors qu'en fait, on a des solutions en or. Mais bon, c'est dur d'être écouté. Ouais, de la merde dans les poubelles, il y en a, oui, je confirme. Justement, je vais peut-être rebondir sur la question, parce que j'avais une question sur le compost. Donc, Ariel Bonny, graines de jardinier, je travaille beaucoup avec du compost. Le compost et tout le circuit qui tourne autour du compost, qui va de la récupération de votre peau de banane jusqu'à ensuite l'utilisation du compost mûr dans les champs, ça c'est un circuit qui peut exister même en ville. Donc il faut aussi... le développer. Et je rebondis sur la question de la carte bleue. Attention à ce qu'on mange, parce que ce qu'on mange, on va se le retrouver dans le compost et ensuite dans nos champs et ensuite dans notre assiette. Donc voilà. Alors, c'est vrai, c'est un vrai défi, c'est le transfert. Hein, c'est d'arriver à transférer de nos poubelles vers les champs. Alors après le compost, il y a des gens qui n'aiment pas le compost et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aimer. Pourquoi votre compost, pourquoi vos déchets qui sont... Hein, vous avez un tas de déchets, puis rapidement, ça ne fait plus rien. Alors, bien sûr, il y a de l'eau qui disparaît. Mais surtout, il y a des microbes qui respirent dans votre compost. Et d'ailleurs, éventuellement, c'est un lombricompostage. Il y a en plus des lombrics qui touillent tout ça, qui digèrent les microbes. Bon, tout ça, ça respire. Et ça émet du CO2. Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça réduit le volume, mais d'un autre côté, c'est une matière organique qui commence déjà à évoluer vers un état de décomposition avancé. D'ailleurs, le jus qui sort du compost commence à contenir des nitrates et du phosphate. En fait, c'est presque des engrais minéraux. Donc, c'est bien de composter parce que ça réduit le volume. Et puis, on a aujourd'hui des solutions pour composter. Alors, pas avec des bokashi, s'il vous plaît, pas avec des microbes exotiques, hein, mais avec, par exemple, des jus de lactofermentation ou des choses comme ça. On a des moyens de faire du compostage qui ne sent pas, avec des bactéries lactiques. Et une fois de plus, hein, il faut utiliser les bactéries lactiques de ces lactofermentations. Il ne faut pas acheter des trucs dans le commerce qui sont venus d'ailleurs, parce qu'il faut penser local. Les organismes introduits peuvent devenir invasifs. Hein. C'est vrai pour les microbes aussi. Donc, le compost, c'est une bonne solution pour réduire les odeurs et commencer à réduire le volume. Mais il ne faudra pas trop composter, parce que plus vous compostez, moins il y a de volume, donc ça c'est sympa, mais plus vous vous rapprochez d'un apport qui est en partie déjà un engrais minéral. Donc composter un peu, c'est bien, mais ne compostez pas trop.
Et il faut trouver un équilibre. Si par contre, vous avez vraiment un problème de desserte et d'enlèvement, alors là, vous compostez au maximum parce qu'il faut réduire le volume. Mais dans l'idéal, il faudrait composter juste un peu. C'est une question de temps. Vous commencez le compostage et vous exportez votre compost avant que les débris soient méconnaissables. Ou alors on prend aussi des poules et on fait 50-50, par exemple. Alors attendez, je suis pas sûr pour... Mais là, de toute façon, il faut exporter la merde de poule. Il y a un moment, quand même, il faut faire le trajet. Alors, je vais me présenter. Je suis Nadine Lahoud. Je suis la fondatrice et la déléguée générale d'une association qui s'appelle Veni-Verdi et on développe de l'agriculture en ville. Et les techniques de compostage, on en utilise plusieurs. Et plus particulièrement la technique de compostage sur place. On épand littéralement les poubelles du quartier sur nos bandes de culture. Et en 3-4 mois, ça s'est transformé et on cultive directement là-dessus. Bravo. Merci. Mais non, mais du coup, j'ai oublié ma question. C'était pas le but. Non, mais voilà. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il faut être bien sûr du tri des poubelles. Et ça, c'est un vrai problème. Hein, parce que les gens n'ont pas forcément l'intuition de ce qui est biodégradable et de ce qui ne l'est pas. Oui, ça, on sait bien, on a pas mal nos mains dans la poubelle, si je puis dire. Par contre, l'avantage de composter sur place, c'est qu'on perd pas les jus et les dégagements gazeux. C'est comme ça qu'on me l'a appris quand j'étais en formation. Alors que quand on composte en boîte, on perd tous ces nutriments. Et puis en plus, tant que c'est pas décomposé, la matière organique, elle a ce fameux rôle. Donc vous augmentez le volume de matière organique, le temps que ça se décompose, et puis après ça se décompose et ça donne les jus et les gaz et tout ce que vous voulez, ça c'est sûr. Mais vous récupérez le rôle de la matière organique en tant que telle, et qu'elle a que tant qu'elle n'est pas décomposée. Mais si elle a ce rôle dans le composteur, on s'en fout, on veut qu'elle l'ait dans le sol. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation à voix et à main. Enfin, c'était vraiment magnifique à travers les dessins. Moi, j'avais quand même une question par rapport à Mathieu sur les dessins, justement, les sources d'inspiration et comment se sont fait un petit peu les étapes de la fabrique de cette bande dessinée. Alors, l'inspiration. J'ai essayé de toucher un public assez large. Et sachant que le manga est très lu en ce moment, je commence doucement à assumer le fait d'être moi-même un lecteur de manga. Donc je crois que maintenant je me laisse influencer par cette bande dessinée donc japonaise. Donc il y a peut-être un peu de ça. Et aussi justement dans l'influence peut-être japonaise, je suis peut-être un peu loin, mais alors j'ai décidé de faire des personnages avec des combinaisons blanches et pour les faire ressortir par rapport à un sol qui est souvent plus chargé en détails, en dessin. Et donc il y a un contraste qui est plutôt en négatif plutôt qu'en positif. En bande dessinée, on a tendance à faire sortir les personnages avec du trait et alléger le décor. Et moi j'ai voulu faire l'inverse. Et c'est un petit peu les pleins par le vide dans la culture japonaise, dans les estampes japonaises. Moi, je peux citer cette influence-là, par exemple. Merci pour ce partage. Merci à tous les deux. Il faut vraiment les applaudir.